je m'appelle Valérie Glatini, j'habite à Woluwe-Saint-Pierre, je viens de la campagne de Marchand-Famenne. J'ai étudié la philosophie et l'éthique biomédicale et mes meilleurs souvenirs de jeunesse sont à Louvain-la-Neuve où j'ai fait la fête et j'ai découvert quelques amis qui sont devenus mes amis pour la vie, donc je vous envie beaucoup. Passer du temps, par exemple, à cuisiner avec mes neveux et nièces. J'ai aussi 2 chiens très sportifs, Rosie et Bob, et donc je fais beaucoup de promenades sur la semaine et je suis aussi une nageuse. J'ai besoin de nager pour me sentir équilibrée. J'ai avec mes frères une petite maison de famille entre Marchand-Famenne et Durbuy, et donc j'aime bien y retourner quand je peux pour passer du temps à faire des crêpes avec la famille et faire des balades dans la nature. Sans hésiter, Louis Michel, que j'ai rencontré lorsque j'étais très jeune et qui m'a expliqué énormément de choses sur la gestion du bien commun, la politique. Oui, sans hésiter, Louis Michel. J'admire beaucoup son intelligence, sa sensibilité relationnelle, son sens de l'écoute. Oui, sans hésiter, Louis. J'ai travaillé pendant 15 ans comme experte pour l'Union européenne avec des personnes comme Louis Michel et Guy Verhofstadt, et puis je me suis engagée en 2019 sur la liste européenne du mouvement réformateur et j'ai été élue première suppléante et puis je suis devenue ministre en septembre 2019. Je pense que le système est très compliqué, ça c'est le point négatif. Il y a un partage des compétences et donc ça rend les discussions, les négociations obligatoires. Il faut négocier tout le temps et parfois il y a une perte de temps quand on doit aller vite. Par exemple, en cas de gestion de crise sanitaire, le point positif c'est que c'est le fruit d'un subtil équilibre entre l'ensemble des communautés et des régions du pays pour représenter toutes les sensibilités. Et donc on sait bien qu'il faut une fameuse glue pour tenir ensemble toutes les composantes aussi diverses au niveau du pays. Je pense qu'on n'a encore rien inventé de mieux que le dialogue constant pour ça. Et donc il y a un rôle important, par exemple, vous le savez, du comité de concertation dans le cadre de cette gestion de crise, des CIM, la CIM Santé, moi j'y participe, la conférence interministérielle santé pour la gestion de la crise sanitaire. C'est une réunion qui a lieu toutes les semaines, donc on voit l'importance de ces concertations permanentes en Belgique pour représenter toutes les sensibilités. C'est à la fois lourd, lent, chronophage et en même temps indispensable, et ça permet de représenter toutes les sensibilités. Je pense que pour l'avenir de la Belgique, ce qu'on voit pour l'instant, c'est énormément de réflexion sur la structure institutionnelle du pays. Alors c'est un petit peu mis de côté parce qu'il faut gérer la crise sanitaire, mais je pense que ça va reprendre très rapidement dès qu'on sera en sortie de crise, et on voit quand même la sortie de crise s'amorcer. Il y a beaucoup de tensions régionalistes dans tous les partis politiques, y compris le mien. Donc je pense qu'il faudra mener cette discussion-là avec, en ce qui me concerne, la logique de base sera de se demander qu'est-ce qui est le plus efficace pour les citoyens. Et donc il faudra oser se demander comment ça va se passer, par exemple, dans l'espace intra-francophone. Est-ce qu'on devra imaginer, par exemple, 2 politiques différentes en matière de sport, 2 politiques différentes en matière d'enseignement, 2 politiques différentes en matière de culture? Pour ma part, je suis convaincue qu'il faut avoir une seule politique parce que cet espace, l'espace intra-francophone, n'est pas suffisamment grand. Je pense que c'est de plus en plus facile. Je ne sais pas si c'était si simple il y a 20-30 ans, je ne pense pas. Mais à l'heure actuelle, on a des rôles modèles, comme on dit, donc des personnes qui peuvent nous inciter, nous aussi, à nous lancer parce que on voit leur rayonnement. Et je pense évidemment à Sophie Wilmès, qui est la première femme Premier ministre en Belgique, qui a tenu la barre pendant la tempête de la première vague Covid. Donc je pense que ça, c'est une véritable figure d'inspiration. Et puis en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a 3 femmes sur 5, donc 3 femmes ministres sur 5. Et ce sont les femmes qui portent la majorité des compétences en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc moi, j'en gère 9, mais avec mes collègues, nous avons le plus gros portefeuille en termes de compétences. Donc je pense que ce sera, j'espère, de nature à inspirer les femmes à se lancer en politique, et peut-être vous aussi, pourquoi pas.
sûr que les jeunes payent un lourd tribut à la crise sanitaire, mais on fait tout évidemment pour que ce ne soit pas une jeunesse sacrifiée. On a bien entendu en tout cas l'importante détresse psychologique des jeunes et en particulier des étudiants. Et donc ce qu'on compte faire, c'est à tout prix permettre le retour des étudiants dans les auditoires, même de façon partielle. On s'oriente vers mars parce qu'on sait que ce qui est très important, c'est de permettre aux jeunes d'avoir plus de contacts, plus d'interactions entre eux. Je pense que vous avez besoin d'interaction, de contact avec les gens de votre âge comme de pain. Donc c'est très important de pouvoir permettre ce retour en présentiel parce qu'on a bien conscience qu'actuellement c'est dodo, ordinateur, dodo et ça ne peut plus durer. C'est quelque chose que je constate aussi dans mon entourage. Il est très facile pour des adultes, ou en tout cas il est plus facile pour des adultes d'attendre parce que ce temps de la jeunesse, nous l'avons déjà eu. Et donc devoir attendre quelques mois, pour nous, je pense, c'est beaucoup moins difficile que pour les jeunes parce que vous n'avez pas eu ce temps et on n'a pas deux fois à 18, 19, 20 ans. Ce sont des moments uniques dont on se souvient tous avec émotion quand on est aussi âgé que moi. Et donc il est important de prendre en compte cette détresse psychologique. On a un plan de soutien pour les étudiants de 13 millions avec des aides psychologiques, etc. Mais soyons honnêtes, c'est difficile de vous regarder dans les yeux et de vous dire de consulter un psychologue ou d'appeler un numéro vert. On est tous bien conscients que ce qu'il faut faire en priorité, c'est pouvoir reprendre le chemin des auditoires. Et donc, on travaille. On a un protocole qui est prêt. Et donc, si les chiffres continuent à bien évoluer, l'idée, c'est de rouvrir les auditoires en mars. Cette bulle est censée permettre aux occupants d'un cote, quelle que soit la taille du cote, donc si vous êtes en cote à 2, à 4 ou à 10, de pouvoir former une bulle sociale, donc avec des interactions sans gestes barrières au sein de la bulle. Les bulles ne seraient pas en contact. Et il faudrait éviter les navettes entre les familles et le cote, donc principalement pour protéger les parents et les grands-parents, parce qu'on sait que c'est ça qui a posé problème à l'automne lorsqu'on a repris le chemin des auditoires. Il y avait ce phénomène typiquement belge de beaucoup de navettes entre le cote et les familles et donc beaucoup de contamination des parents et des grands-parents. Les jeunes entre eux, si vous vous contaminez, ce n'est pas très grave puisqu'il y a des symptômes qui ne sont pas très importants. Par contre, quand on contamine une personne plus âgée, évidemment, on sait que les conséquences peuvent être plus importantes. Et donc, c'est essayer de limiter les navettes entre la famille et le cote. Et donc, c'est une mesure qui est à voir en parallèle avec la reprise des cours dans les auditoires parce que on sait que vous respectez très bien les règles et les professeurs aussi. Dans les auditoires, il y a le masque, il y a les distances sociales, il y a un sens de circulation dans le bâtiment, l'aération, etc. Tout ça est picobello, comme on dit. Et après, il y a un point d'attention sur ce qui va se passer après les cours. Et donc, il faut continuer malheureusement encore pendant un certain temps. On ne sait pas combien de temps, mais ça se compte plus en semaines qu'en mois maintenant puisque la vaccination progresse. Il faut encore tenir un petit peu avec les gestes barrières et essayer de limiter les activités avec un grand nombre de personnes et par exemple les soirées. C'est un crève-cœur de vous dire ça parce que moi-même j'en ai fait énormément quand j'étais jeune. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la vaccination progresse et qu'il faut encore protéger pendant un certain temps les personnes les plus vulnérables. Et ces personnes les plus vulnérables, c'est typiquement les personnes plus âgées et les personnes qui ont des comorbidités, par exemple un transplanté hépatique, une personne qui a un problème d'immunité, etc. Oui, d'abord je voulais vous féliciter tous pour votre courage, votre endurance dans des circonstances vraiment très très difficiles, on le sait. Vous dire aussi qu'on a bien entendu le message par rapport aux difficultés psychologiques, qu'on travaille bien sur ce retour dans les auditoires, que j'y crois, que la vaccination progresse chaque jour et que donc il faut vraiment garder espoir. On commence à voir la lumière au bout du tunnel.